Pendant très longtemps, l'Europe s'est présentée comme, heu, le parangon de ces droits humains, de la défense de la justice internationale et aujourd'hui, on voit que, par exemple, le gouvernement français n'est pas très clair sur le fait de savoir si on arrêterait Netanyahou, s'il venait en France ou quand il survole le territoire français, on le laisse survoler comme si de rien n'était. Donc là aussi, il y a des mesures qui sont possibles et il faut faire pression et bon, c'est vrai que une des choses qui a pressé le changement de ces gouvernements européens, c'est l'évolution de l'opinion publique. Il y a aujourd'hui, les sondages le montrent, un grand appui, un grand comment? Une grande colère face à ce qui se passe à Gaza, les images qui nous arrivent et cetera. Je crois que ça, c'est très important et il faut continuer à faire pression pour, aller beaucoup plus loin que la reconnaissance diplomatique. Il semblerait même que j'avais entendu 47% de la population, israélienne, soit d'accord avec le fait de tuer toutes les femmes, tous les enfants, et de Oui, oui, il y a une, je veux dire, il y a une une population qui adhésion. vit dans un état d'hystérie guerrière qui est effrayant, quoi. Je veux dire, alors, le prétexte, c'est pas le prétexte, il y a eu un vrai traumatisme le 7 octobre, mais je dis rien ne peut justifier, un génocide et moi je répète toujours, c'est-à-dire, tu sais, il y a pas eu beaucoup de génocides depuis une cinquantaine d'années, je veux dire, on a eu, le Rwanda, par exemple, mais le Rwanda, c'était loin et il n'y avait pas d'image. Là, c'est une avocate qui disait, «C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit un génocide filmé en direct par les victimes» et il faudrait ajouter qu'il est filmé en direct par les bourreaux qui se glorifient sur les réseaux sociaux des crimes qu'ils commettent. C'est quand même, il y a une population israélienne qui vit en dehors du monde et il faut la forcer, je dirais, à mesurer qu'est-ce qui est en train de se passer et les crimes qui sont commis en son nom. Oui, c'est super important de rappeler qu'effectivement, c'est pas juste le gouvernement, de Netanyahou, mais que c'est les maux, sont beaucoup plus, profonds et je Oui, suis c'est un des tout à fait d'accord problèmes, avec c'est ça. que c'est que tout est réduit à Netanyahou. On a vu avec la reconnaissance par les pays européens et un certain nombre d'autres pays de la Palestine, il y a une unanimité de la classe politique. C'est pas si demain on change Netanyahou, ça changera quelque chose. Bon, Netanyahou est un voyou, et un criminel, mais je dirais, la politique menée par les différents gouvernements successifs a été exactement la même. Plusieurs pays se préparent à proposer la solution à deux États et donc la reconnaissance de la Palestine devant les Nations unies. Pensez-vous que c'est une solution et ou que c'est une bonne solution? This is nonsense. Where is the free land in Palestine to C'est un create non-sens avec la terre libre en a Palestine state pour créer un or État libre the ou state of l'État de Palestine Palestine. before recognizing the state of Palestine. These countries Avant have de to stop reconnaître or l'État to de end the Palestine, ces Israeli pays doivent occupation arrêter ou in mettre fin à Palestine. l'occupation israélienne. This is if they did S'ils this, font cela, I believe that alors je then crois I qu'ils ne believe sont that pas they aren't hypocrites hypocrite and et they que leurs aren't dirigeants ne sont pas hypocrites. their leaders aren't hypocrites. Uh, then what Alors, a qu'est-ce qu'une two-state solution à solution? deux États? What's the use? Quel est What's the l'avantage de benefit cette of solution? this solution when Israel itself doesn't Quand recognize it Israël at lui-même all, ne le and reconnaît on pas the du ground tout et sur le it has terrain, been il s'y doing oppose it et has been travaille doing dur pour against l'enterrer, it and working hard to undermine it, it and to make it et pour le faire, um, pour rendre cela uh, impossible à l'avenir. uh, to make it impossible in the future. And another, I would like to ask a question. Et une autre You, chose, as a j'aimerais vous poser French une question. citizen, En tant que do citoyen you accept français, accepteriez-vous dividing de diviser la France France en deux into États, two states, one for the l'un French pour and les one Français et for the l'autre pour les Zionists? sionistes? Or let me Peut-être be un peu plus simple simple. and plain and full to
Voudriez-vous ou accepteriez-vous de diviser la France en deux États, l'un pour les Français et l'autre pour les Juifs opprimés qui ont survécu à l'Holocauste? L'accepteriez-vous ou accepteriez-vous cela? Si vous l'acceptez, alors je l'accepterai. Merci beaucoup. Quand elle arrive au pouvoir en 2019, elle, eh bien c'est Donald Trump, le président des États-Unis. Sauf que Donald Trump va pas trop la prendre en considération. Ils vont se rencontrer qu'une seule fois, donc en 2020, et ça va très mal se passer. Ça se passe très mal entre eux parce que Trump, bon, bah, on connaît ses méthodes. Et d'ailleurs, on rapporte le fait qu'elle était hyper angoissée d'aller rencontrer Trump, qu'elle s'est Elle n'y est pas entourée. allée toute seule, ouais. Elle ne pas y aller toute seule. Elle dit bon, toi tu viens avec moi. Elle a pris Thierry Breton, allez, alors qu'ils peuvent pas se piffrer. Enfin bref. Et Trump effectivement tout de suite lui a mis un ultimatum en lui disant bah vous abandonnez le gaz russe et vous prenez du GNL, l'extraction américaine par extraction américaine. Donc sinon on vous protège plus. C'était ça son ultimatum. Sinon la protection de l'OTAN, là il y a la Russie. Vous avez la Russie. Vous avez Poutine aux portes. On vous laisse vous débrouiller. Tu vois. Donc Ursula elle est repartie blanche. Tu vois, pâle, et ça s'est très mal passé entre eux, et Trump a plus voulu la revoir, et puis après, effectivement, après, une fois que c'était Joe Biden, les relations entre la Commission européenne et les États-Unis sont parties sur complètement autre chose. Donc là, on rapporte dans le portrait qu'elle s'est beaucoup plus entendue avec Joe Biden, c'était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus simple entre eux. Et c'est là d'ailleurs, petit fait marquant, qu'elle s'est vachement alignée sur les positions pro-israéliennes. Tu vois, c'est toujours marquant de dire que selon les périodes, effectivement, ça induit un certain comportement. Donc sous Biden, tout de suite, ils sont effectivement en accord sur la question militaire, etc., et même la question énergétique. Et elle en fait des tonnes au niveau du sionisme, parce qu'elle s'aligne sur le transatlantisme façon Biden, qui est très néoconservateur, comme on le sait, tu vois. Et donc Oui, là, c'est rapporté dans le document. Le 14 juin 2022, elle a un discours à l'université Ben Gurion du Negev où elle dit l'Europe, ce sont les valeurs du Talmud. oui, là, elle en fait des tonnes. Elle en fait des tonnes sur Israël, le sionisme, etc. À ce moment-là, elle est pro-sioniste. Elle s'affiche pro-sioniste, elle a aucune pitié pour les Palestiniens, tu vois, c'est vraiment, on sait qu'elle a des adjoints qui sont hyper sionistes, bon bref. Et là, on remarque depuis que Trump est revenu au pouvoir et que bon, il se passe beaucoup de choses aussi là-bas, elle a vachement modéré son discours sur la question aussi, tu vois. Donc en fait, c'est quand même c'est la reine des interprétations. C'est même beaucoup plus que ça, puisqu'elle dit, elle propose des sanctions contre les ministres extrémistes israéliens et une suspension partielle de l'accord d'association UE-Israël. Donc, c'est carrément un changement total. Parce qu'elle s'aligne, en fait, elle, comme une employée, elle s'aligne sur les intérêts de ses dirigeants. Et sous Trump, bien que ça soit une conversation, un débat difficile, sous Trump, il s'avère que la ligne hypersioniste est plus nuancée, quoi. Donc elle s'aligne, elle fait ce que le boss dit, en fait. D'où la signature cet été des accords commerciaux, tu vois. Alerte info, Alors voilà, je partage mon écran. Un élu proche de Bruno Retailleau meurt lors d'une soirée chemsex. Alors c'est très Laurent Caillot. Alors c'est très intéressant, on parle plus de partouze. Maintenant, Oui, c'est rentré dans le langage commun. Ça fait beaucoup plus. Et tout le monde fait des chemsex le week-end. Voilà, et puis alors surtout dans la Macronie, ils font ça. Oui, mais alors, ce qui est très intéressant concernant ce monsieur, Laurent Caillot, arrêt respiratoire. Conseiller régional en Vendée. Voilà. Alors quand tu descends, ce qui est bien, c'est quand tu descends, on réalise qu'en réalité, c'est lui qui amène la drogue. D'accord. Donc de la drogue de synthèse, MDMA et le 3-MMC, c'est lui qui l'amène la drogue, et c'est lui qui passe via un site de rencontre qui est Grindr. Grindr, je connais pas. Voilà, qui est un réseau de rencontres. Par contre, eux, ils connaissent, n'aie pas peur. Et donc, t'imagines que j'ai lu là pratiquement tous les articles qui sont sortis ces 5 dernières heures, qui est majoritairement des articles de la presse locale, Sud-Ouest, enfin tout ce qu'on veut. Et rien de tout ça. C'était un homme merveilleux. Même sa femme, Sophie, prend la parole pour dire que c'était son âme sœur. Et on apprend même qu'il est grand-père. Alors, je pense, et ça, c'est une allusion que je fais, qu'après l'enterrement, j'imagine le petit dire « Mais papy, de quoi il est mort ?» Et dans ces familles-là, j'imagine la réponse de la grand-mère
il avait le slip au niveau des chevilles et il était chargé comme une mule. Voilà où est papy. Donc, mais c'est comme assez foudroyant de voir que cette presse mainstream, au lieu de, comment dire, de s'investir dans la réalité de faits extrêmement graves, c'est un élu de la République, il a de la drogue et il en amène, donc il peut s'en procurer facilement. Troisièmement, à la rigueur, en termes de sexualité, on pourrait dire beaucoup de choses par rapport à ce type de mœurs. Et ça rappelle l'affaire Richard Descoings, à New York, patron de Sciences Po. À New York, représentant de la France, mort en 2012. Le mec, pareil, on a l'impression que c'est très français. Il a des conférences internationales, il y a tous les représentants des plus grandes écoles du monde. Le type va dans sa chambre, passe par une application aux États-Unis pour, comme en plus surveillé par les services secrets américains, ouais, c'est pas mal. où il fait venir 2 paumés dans sa chambre de luxe d'hôtel qui vont, alors là, carrément, ils vont se défoncer dans tous les sens du terme. Il va faire une overdose, les mecs vont être terrorisés, vont prendre l'ordi de Descoings, le jeter par la fenêtre pour pas laisser de traces. Patron de Sciences Po, il se barre en courant. Et puis, il a fallu effectivement crise diplomatique, là pour le coup, les réseaux diplomatiques se sont activés. J'ai très bien connu ça sous Chirac, hein. Et là, effectivement, les Américains ont étouffé le truc, machin, on n'a pas voulu le faire d'esclandre. Bon, puis il est rentré dans un cercueil en France. Mais est-ce que tu penses que le boycott au quotidien, ça peut déjà être un moyen d'éveiller sur le long terme et ensuite de se réapproprier sa souveraineté? Je pense que le boycott est la plus grande arme que l'on a entre nos mains. On a quelque chose qui réellement peut faire du mal et qui a déjà prouvé plus d'une fois que ça fonctionne, le boycott. D'ailleurs, Candace Owen en parle dans sa dernière vidéo par rapport à une entreprise américaine qui a voulu se moderniser en devenant un petit peu woke, Cracker Barrel, qui a vu un monde boycotter ses enseignes et revenir en arrière sur sa politique, etc. Le boycott est l'arme efficace. SFR l'a vécu. Pendant le conflit à Gaza, on a SFR qui a perdu énormément d'abonnés, on a Carrefour. Je pense que c'est l'une des choses qu'il faudrait faire, de revenir au paiement en espèces, de prendre le temps d'aller retirer au guichet et de payer en espèces. Ça, c'est un point qu'il faudrait faire pour le bien du consommateur et se relancer dans moins de flicage, parce que tout savoir non plus, c'est pas bon. Dites-vous, vos banquiers, c'est tout. Et ça, c'est un point, je pense qu'il n'est pas forcément obligatoire de connaissance, mais surtout de savoir ce qu'on achète. On a tendance à trop consommer, surconsommer, réellement. On est devenu réellement les consommateurs. C'est ce qu'on a, 5% d'élite, 95% de consommateurs. On veut le dernier modèle de un sel, on veut le dernier modèle de ci, on veut avoir le dernier truc. Quand on est dans une société de consommation, c'est comme l'amour. Quand tu as un problème, tu casses, tu jettes. Tu ne cherches plus à réparer, tu ne cherches plus à faire en sorte à ce qu'on puisse réellement prendre les bases de ce qui est essentiel. La consommation, c'est un point qui est essentiel. De savoir ce qu'on consomme, de boycotter les choses qui ne sont pas correctes pour nous, je pense que c'est quelque chose qui devrait être essentiel pour nous. Et à mon avis, on va y venir de plus en plus à des actions où des gens vont décider de ne plus consommer ceci ou de plus... de toute façon, on arrive vers une période tumultueuse pour l'agroalimentaire. Mais c'est vrai qu'on ne se renseigne pas assez sur ce qu'on consomme. Vraiment. Et ce n'est pas pour rien qu'on a une explosion de problèmes actuellement en termes de santé et qu'on continue à enrichir les laboratoires pharmaceutiques avec des problèmes qui sont soumis au complexe agroalimentaire, qui sont, comme tu l'as si bien dit, tous rattachés aux mêmes mains, donc BlackRock. Ce BlackRock possède l'agroalimentaire, le pétrole, enfin l'armement, possède quasiment tout ce qui englobe nos vies sont tenues aux mains de BlackRock. Donc on est face à des personnes qui savent ce qu'ils font et il serait peut-être temps de se renseigner réellement sur les actions des personnes qui sont en train de nous fournir ce qu'on mange, ce qu'on consomme et ce qu'on désire aussi. Tout à fait.